Bonjour à tous. Dans le cadre des thérapies complémentaires, on m'a demandé de vous parler de la question du cadre méthodologique, de niveau de preuve ou de questions d'éthique. Et pour commencer, je vous propose de regarder un peu en arrière et d'avoir une petite perspective historique. On oublie qu'il y a plus de 2500 ans, les médecines que l'on proposait aux patients, en fait, relevaient de ce que l'on appelle aujourd'hui des thérapies complémentaires. À l'époque, on avait une médecine intégrative avec une prise en compte de la spiritualité, voire même du cosmos, des plantes, de l'environnement, des esprits, de la famille, etc. Il y avait des espèces de diagnostics et puis des thérapeutiques, et puis globalement ça marchait pas très bien. Quand Hippocrate est arrivé, une des choses qu'il a faites, alors c'est peut-être que d'autres avaient fait avant lui, mais lui en tout cas l'a posé avec force, il a enlevé la spiritualité de la médecine en disant par exemple que les crises d'épilepsie c'était pas une malédiction divine, que c'était une maladie. Mais Hippocrate n'est pas rentré dans la scientificité de la médecine, il est resté à un niveau en deçà avec une théorie des humeurs qui s'est révélé inexact, puisque parmi les humeurs, il y avait la bile noire, et la bile noire, on ne sait toujours pas ce que c'est. Il y avait aussi le flegme, et il pensait que le flegme, c'était un écoulement du cerveau qui passait par les narines. Donc on voit que les soubassements théoriques et biologiques de la théorie des humeurs d'Hippocrate ne tiennent pas tellement la route, et c'est sûrement pour cela d'ailleurs que même si le corpus hippocratique est un corpus très intéressant, les thérapeutiques de l'époque n'étaient pas tellement efficaces. Et puis en 2500 ans, progressivement, la science est arrivée et c'est surtout une science biologique, avec d'abord l'anatomie macroscopique, et puis au cours des siècles, une anatomie microscopique, et puis on arrive au 19e siècle avec la physiologie, et là progressivement il va y avoir un tournant, parce qu'après la physiologie, qui va montrer qu'il y a des organes, et que chaque organe a des fonctions, et que quand il y a une maladie, en fait, ça correspond à un dysfonctionnement d'organes. Et donc, on va développer une nouvelle approche de la thérapeutique qui va être, pour soigner les gens, il faut comprendre la cause des maladies, et à ce moment-là, on développe des traitements qui agissent sur la cause des maladies. Si le médicament agit sur la cause de la maladie, alors le patient va être guéri. Donc là, on est en plein paradigme bernardien de Claude Bernard, le grand physiologiste français, et c'est comme ça qu'il écrit ce que doit être la thérapeutique, et c'est comme ça qu'il essaie de mettre en évidence quelle doit être la preuve de l'efficacité d'une thérapeutique. Et ça a bien marché en infectiologie, en particulier avec les maladies bactériennes, puisque au cours du 19e siècle, et surtout à la fin du 19e siècle, on trouve que beaucoup de maladies sont dues à des bactéries, à des microbes, et puis on fait pousser les bactéries, on va arriver progressivement à trouver des produits qui tuent les bactéries dans des boîtes de pétri, et donc si le produit tue la bactérie dans la boîte de pétri, alors a priori si on donne le produit au patient, le patient va guérir, et en pratique ça a relativement bien marché. Et donc tout le début du XXe siècle, on est sur un cadre méthodologique déterministe, mécanistique, et le niveau de preuve, il est issu d'une médecine expérimentale biologique elle aussi. Et puis il y a un tournant, après la Seconde Guerre mondiale, où on se rend compte que si ça marche avec les maladies bactériennes, en fait pour les autres maladies ça marche pas trop. Par exemple, si on pense au cancer du poumon, le cancer du poumon, la cause, en général c'est le tabac, mais une fois que le patient a son cancer du poumon parce qu'il fumait, ça sert à rien de connaître la cause. Le traitement, ça va être une pneumectomie, une chimiothérapie, radiothérapie, etc. Tout ça est indépendant du tabac. Voilà, alors les médecins se sont rendus compte que comprendre les mécanismes des maladies, c'est bien, ça peut être utile, mais ça suffit pas. Il faut autre chose, et cette autre chose, on l'a pris à partir de ce qui s'était développé dans les années 1920 par des agronomes, en particulier Fischer, qui est bien connu pour avoir été un statisticien qui a mis sur pied toute la statistique contemporaine. Donc Fischer a inventé les tests statistiques, et en plus Fischer il a inventé la notion de randomisation. Fischer, avant la randomisation, on appariait des cas et des contrôles, et puis on essayait de voir si les cas allaient mieux que les contrôles. Et Fischer, il dit non, faut tirer au sort, parce que l'appariement, on n'est jamais sûr qu'il soit bien fait. Quand on tire au sort,
alors la statistique nous permet, avec ce fameux risque de 5%, de dire que les cas ont mieux guéri que les contrôles. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, les médecins scientifiques de l'époque se disent, tiens, cette randomisation que propose Fischer, on va faire ça pour évaluer les soins. Et on va faire ça pour évaluer les soins, que ce soit des soins médicamenteux ou des soins non médicamenteux. Et donc, pourquoi pas, d'ailleurs, à propos du cours d'aujourd'hui, pourquoi pas le faire avec des thérapies alimentaires. Et là, on commence à tester expérimentalement, à partir d'essais thérapeutiques randomisés, tout un tas de soins médicamenteux ou non médicamenteux. Et il faut voir que c'est une véritable rupture théorique et épistémologique par rapport à ce que Claude Bernard proposait. Claude Bernard, lui, il proposait d'évaluer les soins en comprenant les mécanismes des maladies et les mécanismes d'action des médicaments. Et là, on a donc un médicament qui est en principe universellement efficace à cause du mécanisme déterministe sous-jacent. Alors bien sûr, on sait que dans la réalité, ça marche pas comme ça. Même dans les cas extrêmement caricaturaux des antibiotiques et des maladies bactériennes, même si on sait qu'en principe, l'antibiotique doit tuer la bactérie et donc l'antibiotique doit guérir le patient, en pratique, il résiste. Les antibiotiques ne marchent pas à tous les coups. Et quelque part, pneumonie à pneumocoque, on va la traiter avec une pénicilline, en tout cas à l'époque. Et donc ça doit marcher en principe. Donc on a une médecine de principe, une médecine qui obéit à des lois. Alors que avec l'essai randomisé, on n'est pas du tout dans la même perspective. On a une médecine statistique. L'essai randomisé, il dit que en moyenne, si on fait ça, compte tenu des critères d'inclusion, donc de la maladie des patients, en moyenne, les patients vont guérir plus souvent que les patients qui sont dans le groupe contrôle. On passe avec Claude Bernard d'une pensée universelle à une pensée statistique avec l'evidence-based medicine. Donc là, on est dans les années 50, 60, et là, il va se passer quelque chose de très particulier, c'est qu'il va y avoir une séparation entre les soins industriels et les soins artisanaux. Et bien sûr, vous me voyez venir, bien sûr que les thérapies complémentaires vont appartenir aux soins artisanaux, mais pas que. Par exemple, la chirurgie est aussi un soin artisanal, les psychothérapies sont des soins aussi artisanaux, et on va voir que ces soins artisanaux vont être bien moins évalués, bien moins bien évalués que les soins industriels. Alors pourquoi? Parce que dans les années 60 et début des années 70, on se rend compte qu'en fait, les médicaments qui viennent sur le marché, on s'intéressait à leurs effets indésirables parce qu'il y avait eu des scandales avec le thalidomide et avec un excipient d'un antibiotique qui avait tué plein d'enfants au début du XXe siècle. Et donc déjà, la question des effets indésirables des médicaments était très importante. Mais jusqu'en 1972, y compris à la FDA, qui est la Food and Drug Administration, l'autorité réglementaire la plus rigoureuse et la première créée sur la planète, on n'évaluait pas l'efficacité des médicaments. En fait, l'efficacité des médicaments était déterminée à partir du succès économique du médicament. Et donc là, la FDA, à cette époque, dit ça suffit pas, il va falloir démontrer l'efficacité des médicaments. Et comment on va faire ça? On va faire des essais randomisés. Et c'est le boom des essais randomisés pour évaluer les médicaments. Alors, quand on regarde dans le détail ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça voulait dire qu'évaluer l'efficacité des médicaments? Et là, il y a un quiproquo. C'est que pour beaucoup, évaluer l'efficacité des médicaments, c'est évaluer le rapport bénéfice-risque. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Un médicament a une AMM quand le rapport bénéfice-risque est positif. En réalité, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, vous le savez très bien. Les risques, par exemple, sont très mal évalués dans un essai randomisé. Et c'est pour ça qu'il y a plein de scandales avec des médicaments dont on se rend compte a posteriori, une fois qu'ils ont leur AMM, qu'ils ont des effets indésirables, potentiels même parfois qui sont délétères, comme le Mediator par exemple. C'est que les essais randomisés, ils sont faits sur des petits effectifs ou des effectifs moyens, et donc les effets indésirables, rares mais graves, on peut pas y accéder. Donc la question du risque est une question pas réglée avec les essais randomisés.
Et le bénéfice, ben oui, le bénéfice, mais souvent c'est sur des critères secondaires, des critères de substitution. Et puis, vous le savez, les patients inclus dans les essais sont des patients qui sont souvent éloignés des patients de la vraie vie. Ils sont pas très vieux, ils n'ont pas de comorbidité. Et donc, le bénéfice du médicament, finalement, c'est pas trop ce qu'il est. Non, en fait, les essais randomisés, leur rôle, en tout cas ceux utilisés pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, ces essais randomisés, leur intérêt numéro 1, c'est de montrer que le traitement, il fait quelque chose. Que le traitement ne relève pas uniquement du charlatanisme. Et le charlatanisme, c'est quoi? C'est donner de la poudre de perlimpinpin, c'est donner quelque chose qui fait rien. Donc les essais thérapeutiques, à partir des années 70, ils sont faits pour que les institutions puissent dire aux citoyens, aux malades, voilà, on met sur le marché un médicament et ce médicament, ça n'est pas quelque chose qui fait rien du tout, ça fait intrinsèquement quelque chose, c'est intrinsèquement efficace. Et c'est pour ça qu'on va comparer les médicaments souvent à des placebos, pour montrer que le médicament est intrinsèquement efficace. Même si, quand on réfléchit, en réalité, comme on prescrit pas si souvent que ça des placebos dans la pratique, eh bien, l'essai thérapeutique n'est pas tellement, en tout cas l'essai thérapeutique versus placebo, n'est pas tellement adapté à l'évaluation clinique de la thérapeutique. Mais on se souviendra que les essais randomisés à cette époque, et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, eh bien c'est de la lutte contre le charlatanisme, c'est pas évaluer un bénéfice-risque. D'autant plus que on va payer le médicament. On demande à la firme pharmaceutique que le contenu de son médicament soit intrinsèque, sinon on va pas payer quelque chose qui en fait relève du placebo. C'est le deuxième point. Et un troisième point, le troisième point, c'est que on va demander aux firmes pharmaceutiques de payer les essais thérapeutiques qu'elles vont faire. Parce que comme ce sont des soins industriels, si le médicament marche, la firme pharmaceutique va vendre beaucoup de médicaments. Et donc, elle va gagner beaucoup d'argent avec son médicament. Donc, avec l'argent qu'elle a des médicaments, elle peut le réinvestir pour évaluer les nouveaux médicaments. Donc, on voit que là, la nature industrielle du médicament fait que non seulement il est facile de faire des essais randomisés, puisque toutes les pilules sont pareilles, puisque c'est industriel, il est facile de faire des placebos, puisque le placebo aussi est fait à un échelon industriel, et comme c'est industriel, il y a de l'argent, et donc les firmes vont payer les essais thérapeutiques. Alors le problème, c'est l'évaluation des soins non industriels, c'est-à-dire des soins artisanaux. Et là, on va prendre le premier d'entre eux qui n'est pas une thérapie complémentaire, qui est la chirurgie, et vous savez que les interventions chirurgicales sont très mal évaluées. Je vais prendre un exemple, une appendicite aiguë. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une appendicectomie ou est-ce qu'il faut donner des antibiotiques? Alors vous voyez, derrière le rationnel de l'appendicectomie, il y a le fait que, on est un peu dans l'essai de Bernard. Le patient a une douleur aiguë dans la fosse iliaque droite, il y a une défense, taratata, il a de la fièvre, c'est une appendicite. L'appendicite, c'est quoi? Une inflammation de l'appendice. Pour traiter, on va virer l'appendice. Comme ça, le patient sera guéri. Vous voyez, on est dans une pensée déterministe de Claude Bernard. Ce qui marche quelque part, mais ça marche pas toujours. Puisqu'on sait que, en fait, ouvrir le ventre, il peut y avoir des effets indésirables. D'abord, ça va faire des brides après, donc on peut faire des occlusions sur brides, et puis on peut faire des abcès de parois, etc., etc. Et si ça se trouve, donner un antibiotique, on ne va pas avoir d'abcès de parois, on ne va pas avoir de brides, et si ça se trouve, c'est plus efficace. Figurez-vous qu'il y a eu des études qui comparent les antibiotiques à l'appendicectomie, c'est compliqué. Ça dépend du niveau de complication de l'appendicite. Si l'appendicite n'est pas compliqué, en principe, on devrait donner des antibiotiques. En tout cas, c'est ce que disent certains essais thérapeutiques. Donc vous voyez, même sur la question de l'appendicectomie dans l'appendicite aiguë, on ne sait pas trop pourquoi. Parce que évaluer une intervention chirurgicale, c'est pas un soin industriel. Donc il y a un effet chirurgien qui est très important. Deuxième point, comme c'est pas un soin industriel, qui va payer? On va pas demander aux chirurgiens de se cotiser pour payer les essais thérapeutiques. Donc au total, donc il faudrait que ça soit les États qui payent, un peu comme notre PHRC, le programme hospitalier de recherche clinique.
Mais il n'y a pas du tout assez d'argent au PHRC pour payer tous les essais dans toutes les interventions chirurgicales. Et ben donc, et ça c'est vrai dans tous les pays. Donc on ne sait pas trop. On a des idées sur les interventions chirurgicales, sur leur efficacité, mais, et l'appendicectomie c'est pas la seule, hein. Quid des indications de la chirurgie dans la lombalgie aiguë ou dans la lombalgie chronique? Voilà, c'est une vraie question. Pendant longtemps, on a trop opéré, on le sait, et aujourd'hui on opère moins, mais jusqu'à quel point c'est bien, jusqu'à quel point on devrait opérer moins, on ne sait pas. Donc on voit ça pour la chirurgie. Ben, pour les thérapies complémentaires, c'est encore pire parce que la chirurgie, c'est sérieux. C'est quelque chose où il y a la vie en jeu. Enfin, la chirurgie, on ne plaisante pas avec ça. Mais les thérapies complémentaires, tout le monde se marre. Donc on ne va pas investir beaucoup d'argent au PHRC pour évaluer les thérapies complémentaires. Et donc on en arrive à la question, vous voyez, on a vu là le cadre méthodologique qu'il y a derrière l'évaluation des soins. Et petit à petit, on s'est rapproché du cadre méthodologique disponible pour les soins complémentaires, les thérapies complémentaires, et on se rend compte que, ben oui, on pourrait faire des études randomisées quelque part, comme pour la chirurgie. Alors oui, c'est plus compliqué parce qu'il y a un effet thérapeute dans les thérapies complémentaires, mais en chirurgie aussi, il y a un effet chirurgien. Et avec des critères d'inclusion, de malades, de thérapeutes, avec des niveaux de formation comparables, avec des groupes contrôle qui ne seraient pas des placebos, forcément, puisque le placebo, c'est pertinent pour des médicaments. Mais tout ça, ce sont des détails techniques, en fait. On pourrait s'en tirer. Donc on pourrait faire des études, mais il faudrait avoir de l'argent pour les financer. Or, on n'a pas cet argent. Donc aujourd'hui, les thérapies complémentaires sont mal évaluées, donc on ne marche pas. Et là, c'est un peu embêtant, parce qu'on est dans éthique. Et c'est le dernier volet de ma présentation qui se termine bientôt. On a un vrai problème autour de l'évaluation des thérapies complémentaires. Premier point, est-ce que c'est éthique à l'échelon de la société de ne pas financer une institution ou des institutions qui permettraient d'aider les thérapeutes de soins non conventionnels, de thérapies complémentaires, à s'évaluer. À partir d'essais randomisés, pourquoi pas, mais aussi à partir d'études d'épidémiologie, voire d'études qualitatives. Donc là, une question d'éthique, ça n'est pas parce qu'un soin n'est pas évalué que ce soin n'est pas efficace. Et donc, comme nos concitoyens utilisent les soins complémentaires, eh bien, il faut débloquer de l'argent pour les évaluer. Premier point éthique. Deuxième point éthique, pas mal de thérapies complémentaires reposent sur un rationnel qui n'est pas le rationnel de l'appendicectomie. L'appendicectomie, il y a une logique physiopathologique derrière le fait que l'on enlève l'appendice. Derrière l'efficacité de l'homéopathie, derrière l'efficacité de la médecine ayurvédique, il y a des considérations théoriques très bizarres. Puisque dans l'homéopathie, à cause des dilutions successives, au-delà de 10-15 CH, du fait du nombre d'Avogadro, de ce que la physique atomique nous apprend, il n'y a plus de principe actif dans les granules. Et puis même pour les concentrations plus élevées, fabriquer une substance un jour de pleine lune, etc., tout ça, ça fait pas très sérieux. En tout cas, c'est pas scientifique. C'est pareil pour la médecine ayurvédique, ces histoires d'énergie, etc. Pour des médecins formés à la médecine occidentale, c'est-à-dire scientifique, c'est pas sérieux, c'est pas scientifique. Donc, derrière la chirurgie, il y a de la physiopathologie qui permet d'étayer le sérieux des thérapeutiques. Derrière l'homéopathie, derrière la médecine ayurvédique et derrière l'acupuncture, c'est pareil. Les théories sous-jacentes sont bizarres. Et donc, pour nous, on a envie de dire, c'est du charlatanisme, quoi. C'est pas sérieux. Donc, est-ce qu'on a le droit de proposer à nos patients des médecines que nous considérons comme des médecines pas sérieuses qui relèvent du charlatanisme? C'est un problème éthique que ressentent beaucoup de nos patients, de nos collègues. Excusez pour du lapsus. Alors, le troisième point éthique, qui lui complique tout, c'est que ça, ce que je viens de dire, c'est notre position éthique à nous, médecins scientifiques. Mais dans la relation médecin-malade, nous rencontrons des patients qui, eux, ont leurs propres croyances. Nous avons nos croyances qui reposent sur des bases scientifiques, et je pense que ces croyances-là sont plus solides que les autres croyances, parce que je suis un médecin scientifique. Mais le patient que j'ai en face de moi,
lui, le plus souvent, il n'est pas scientifique. Lui, il a ses propres croyances. Ses croyances qui lui viennent de sa famille, de son voisinage, de ce qu'il lit sur Internet ou à la télé. Et donc, de quel droit, en termes éthiques, je peux lui imposer ma croyance, quand bien même cette croyance elle est scientifique, alors qu'il ne va pas la partager? Alors on pourrait dire, oui, mais la science a raison. Donc le patient doit se plier à ma croyance scientifique. Ben oui, mais le risque, c'est que le patient me regarde et se dise au fond de lui-même, ben lui, il ne me considère pas comme je suis. Il ne m'accepte pas comme je suis. Et donc au revoir, bye bye, je vais voir un autre médecin, ou même un autre non-médecin, qui va me proposer un soin complémentaire et qui lui me comprendra. Et donc là, il y a un problème éthique, d'éthique de la pratique médicale, où nous devons, dans notre relation médecin-malade, accepter quelque part, mais pas trop loin, que les croyances du patient ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres. Et donc vous voyez que la question de l'évaluation des thérapies complémentaires implique de voir non seulement comment historiquement se sont construits les cadres méthodologiques d'évaluation des soins, en particulier des médicaments, mais surtout comment on a construit cette histoire de niveau de preuve qui est essentiellement pertinente pour les médicaments, mais on voit que pour les soins chirurgicaux, pour les soins artisanaux, en fait, du fait d'une pénurie de moyens et du fait que les soins sont moins reproductibles qu'avec des soins industriels, eh bien on doit adoucir cette question de niveau de preuve. Et puis enfin, il y a un troisième point très important. Il y a plusieurs facettes de questionnement éthique autour de l'évaluation de ces soins, dont certaines sont incontournables. Nous devons évaluer les soins que nous proposons à nos patients, mais d'autres sont plus complexes. Nous devons accepter aussi, dans la relation médecin-malade, que les croyances de nos patients ne soient pas forcément les mêmes. Bon courage.